Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette séquence de découverte des métiers méconnus. Donc, un grand merci au lycée Louis-Vincent pour son accueil et toute la gestion logistique de cette séquence pour pouvoir réaliser cet enregistrement. Moi, je suis Alexandra Koukla, je travaille à la Fédération BTP Moselle. C'est une organisation professionnelle. Je suis responsable du service emploi-formation et je m'occupe notamment de la promotion de métiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, je rencontre les jeunes comme vous, mais aussi les demandeurs d'emploi, et je leur fais découvrir les métiers du bâtiment et des travaux publics. Et aujourd'hui, pour cette séquence, je suis accompagnée de Cédric Jacques et d'Alexandre Birnan de l'entreprise ACS. Ils vont présenter le métier qui est peu connu, qui est un peu dangereux, mais vraiment un métier de passion, le métier des scaphandriers. Mais Cédric et Alexandre ont aussi une autre casquette dans l'entreprise. Ils sont tout simplement les chefs de cette entreprise, les dirigeants. Donc ensemble, durant à peu près une vingtaine, trentaine de minutes, nous allons découvrir les facettes du métier des scaphandriers. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des interrogations, si vous n'avez pas compris quelques explications, et j'espère que vous allez découvrir vraiment cette belle profession. Donc Alexandre, Cédric, c'est à vous. Je vous laisse vous présenter et présenter votre entreprise. Bonjour à tous, Cédric Jacques. Avec Alexandre, on a créé notre entreprise il y a plus ou moins une année. C'est une entreprise de travaux immergés, c'est-à-dire qu'on est ouvrier du bâtiment, mais dans l'eau. Donc, c'est-à-dire qu'on peut venir en renfort dans des équipes de travaux publics pour des travaux sur des ponts, ouvrages d'art, ça peut être station d'épuration, ça peut être partout où il y a de l'eau, où il faut couler du béton, où il faut découper de la ferraille, où il faut faire une inspection. Vous m'entendez bien là? Oui. Partout. D'accord. Oui, partout où on est un peu ouvrier et polyvalent, mais pour tout ce qui est dans l'eau. Du coup, ça implique pas mal d'équipements et de protocoles différents. Donc on va pouvoir expliquer plus tard. Alexandre, l'entreprise se situe où et dans quel périmètre vous travaillez? Alors, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Alexandre. Donc, nous, on est basé à Marly. Et on travaille dans le secteur du Grand Est. Et après, pour compléter un peu ce que disait Cédric, donc on intervient donc, surtout en industrie, pour tout ce qui est travaux publics. Et après, on fait vraiment de tout. Donc on peut faire des coffrages, couler du béton, de la soudure, du découpage. Il faut vraiment être multitâche en fait. Toute une partie qu'on a oubliée, c'est tout ce qui est atmosphère confinée. Oui, tout ce qui est espace confiné. Tout ce qui est espace confiné, qui n'est pas en plongée, mais qui est dans des galeries où il y a des risques de gaz, etc. Ok, vous avez évoqué tout à l'heure, donc l'entreprise a un an, mais vous exercez ce métier depuis bien longtemps. Racontez-nous un peu votre parcours. Alors moi personnellement j'ai été formé à l'INPP, donc c'est une école qui existait à l'époque, ils avaient le monopole d'ailleurs et qui est maintenant aujourd'hui est fermée. Donc moi j'ai été formé en 2007, suite à ça j'ai fait quelques missions intérim. Je suis arrivé dans le Grand Est en 2008 et puis là on a sauté le pas avec Cédric il y a un an et demi pour créer notre propre entreprise. Moi je suis de la Belgique, j'ai travaillé en industrie comme soudeur pendant un moment. Puis à un moment donné j'en avais marre d'être toujours enfermé, je cherchais un métier un peu plus exceptionnel on va dire, un peu plus aventureux. J'ai fait ma formation initiale scaphandrier en Belgique. Ensuite, j'ai intégré une entreprise de la région en 2009 où j'ai rencontré Alexandre. Et là, récemment, j'ai refait ma passerelle sur une autre école qui s'appelle l'ONS à Fréjus, où j'ai refait ma passerelle pour avoir la certification française. Donc voilà. Donc, si je comprends bien, ces métiers, il n'y a pas vraiment d'école post-bac. C'est des formations professionnelles spécifiques où on passe une sorte de certification, c'est ça? Oui, exactement, oui. Donc, c'est des écoles professionnelles qui coûtent assez cher. Pour vous donner une ordre de prix, la formation, c'est à peu près 20 000 €. Donc, pour 11 ou 12 semaines de stage.
me semble. Ça a pas mal évolué là de Ouais, ces ça- temps-ci. enfin, ça parce change- que maintenant, ça ils change ont, pas le, mal. ils ont le nouveau truc, là, le titre pro qui s'est rajouté. Enfin, bref, Oui, donc, ouais. donc c'est devenu un peu plus long et un Ouais. peu plus cher d'ailleurs. Et du coup, maintenant, à l'époque, quand moi j'ai été formé, donc en 2007, il n'y avait qu'un seul centre de formation. Et aujourd'hui, en France, je pense qu'il y en a au moins 2 ou 3. Bah, du coup, Trevarden, l'ENS. Bah, il y avait INPP, mais qui a et fermé, l'INPP donc, qui bah, a il y en a fermé. 2 au Ouais, moins. donc, il y en a au moins 2. Donc plusieurs centres de formation où on peut quand même voilà, apprendre ce Apprendre le métier. Ouais, métier. bah, du coup, oui, il faut avoir quelques bases en plongée, c'est mieux. Il faut être à l'aise dans l'eau. Il ne faut pas être claustro. Et après, tout dépend parce que c'est assez large. On peut aller faire, on peut travailler sur des plateformes offshore, donc sur les plateformes pétrolières. On peut travailler en inshore comme nous on fait. Donc là, c'est plutôt l'industrie, les voies navigables, etc. Donc l'éventail est assez large au niveau des possibilités derrière, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce métier? Il y en a pas. Ça commence un petit peu. Ça commence un petit peu. On a entendu. Mais jusqu'à peu, on n'en entendait pas trop. Et ça commence peut-être à venir un peu. Mais il faut avouer que c'est quand même un métier qui est quand même assez dur physiquement. Donc, pourquoi pas. Mais il faut qu'elle puisse Avoir une bonne résistance. Voilà. Ouais. Si elle a la capacité de le faire, pourquoi pas, quoi. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre quotidien? Ça veut dire concrètement vos missions quand vous partez sur le chantier. Qu'est-ce que ça peut être? Comment ça se déroule une journée type? Et par la suite, peut-être vous pourriez aussi présenter Ouais. un peu de Alors d'équipement. une mission type, nous c'est comme on est chef d'entreprise, maintenant il y a tout l'aspect préparation, plan de prévention, parce que c'est hyper réglementé, donc on n'intervient jamais comme ça sans préparation en amont, au niveau de l'analyse des risques, au niveau des travaux à effectuer, etc. Aussi une qualité qu'il faut pour être scaphandrier, c'est en fait on se retrouve tout seul sous l'eau, souvent dans le noir, dans des conditions, dans le froid, dans des conditions difficiles, et on demande toujours au plongeur, c'est un peu à lui de se débrouiller, quoi. Il a de l'assistance en surface, mais après c'est à lui de trouver des solutions sous l'eau et à proposer aux équipes en surface de voir comment on peut procéder afin de réaliser les travaux. Ouais, il faut faire vraiment preuve d'initiative personnelle. Ouais. Oui. Ouais. Il faut être débrouillard. il faut être débrouillard. Combien d'air on reste dans l'eau par jour? Oui, Cédric. La réglementation, c'est 3 heures par personne, par jour. Donc, mais en 2 plongées, maximum. Donc ça peut être une demi-heure, 2h30, 1h30, 1h30. Enfin, C'est 3 jours sur la journée. Ouais. Mais c'est 3 heures sur la journée en tous les cas, à condition qu'on soit toujours par rapport aux tables ou quelque chose comme ça. C'est quoi. ça, oui. Ouais. Et puis par rapport à la température de l'eau, si c'est chaud, si c'est froid. Il y a ça des peut être règlements. réduit, Il peut y avoir des réglementations, des restrictions si on fait du marteau-piqueur. Dès qu'il y a des vibrations, ça réduit le temps. Oui, il y a plein de facteurs qui Il y a font plein de facteurs, mais globalement, c'est 3 heures, on va dire. globalement, c'est 3 heures, ouais. Plus toute la préparation du matériel quand vous arrivez sur les chantiers. Ouais. Donc du coup, oui, je reprends un peu où on s'est arrêté tout à l'heure. Donc nous, on fait toute la préparation en amont au niveau analyse de risque, préparation du chantier. Après, on récupère tout le matériel qu'on a préparé déjà en amont. Et après, on se rend sur le chantier. Là, on a encore éventuellement des consignations à faire parce qu'on travaille souvent sur des pompes ou dans des machines, etc. Donc on s'assure de bien consigner les ouvrages, etc. Et après seulement, on met le matériel en place. C'est du matériel assez lourd, on vous le montrera tout à l'heure. Donc c'est à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure de préparation à chaque fois. Et après, on peut commencer à intervenir. Puis on se relaye avec les... On est une équipe, c'est 3. Là, on n'est que 2, mais en fait, on est 3. Et le premier va à l'eau. Au bout d'une heure, 2 heures, 3 heures, suivant le chantier, il peut ressortir. Après, c'est un autre qui prend le relais, etc. D'accord, c'est vraiment un travail d'équipe. Vous n'êtes jamais... Donc, dont là, vous êtes seul, mais dont le travail au global, c'est quand même une équipe. Il y a un plongeur équipe. fond, un chef d'opération hyperbar qui gère tous les paramètres de plongée et un plongeur secours. Ok. Une petite question à la salle. Est-ce que vous savez combien de kilos de matériel porte sur un scaphandrier? Regardez un peu, vous avez déjà les casques, vous avez les combis, la bouteille. Est-ce que quelqu'un a une idée? N'ayez pas peur, hein?
Il y a un courageux pour répondre? Ouais, allez-y. Au total, ce serait? Je dirais une trentaine de kilos. Je pense un petit peu. Enfin, en vrai, on est un peu plus lourd l'hiver parce que sous les combinaisons, on met comment on veut dire ça, des vêtements sous-vêtements, isolants, des vêtements, ouais. des vêtements chauds. Et du coup, il nous faut plus de poids pour couler. Le baudrier va faire 25, quelque chose comme ça. Ouais. Et suivant, on a ce type de casque là. Celui-là, il fait combien? 15 kilos. Il fait 15, celui-là, ouais. Donc déjà là, plus le vêtement lui-même qui pèse quelques kilos. Donc ouais, on est plus proche, au-delà des 35-40 kilos. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Heureusement, vous êtes à l'eau. Après, une fois dans l'eau, ça pèse plus rien. Par contre, c'est équilibré. Très bien. Mais par contre, s'il faut monter des échelles d'écluses ou des choses comme ça, quelquefois, la route est longue. Très bien. Est-ce que l'un de vous deux pourrait expliquer le fonctionnement de casque, comment... Ouais, alors du coup, voilà, vous avez devant nous. Donc, on a deux types de casques nous dans notre entreprise. Donc, on a des intégrales comme celui-là. Donc, c'est tout du matériel américain. Donc, c'est de la marque Kirby Morgan. Donc, c'est tout du matériel importé des États-Unis. Donc, ça, c'est l'intégrale. Et on a aussi un facial. Donc, là, l'étanchéité se fait au niveau du cou. Et le facial, du coup, on vous montrera tout à l'heure dans la remorque. L'étanchéité se fait vraiment au niveau de la face. Donc, il est plus léger que celui-là. Donc, on adapte par rapport aux interventions qu'on a à faire. Celui-là, il protège vraiment la tête dans sa globalité, alors que l'autre, c'est vraiment... On va faire une petite démo. Juste la face. Alors. Et donc du coup, sur le casque, vous avez, c'est réglementaire, il y a une arrivée d'air principale, parce que nous on plonge avec le narguilé qu'on branche du coup sur le casque. Vous verrez après effectivement les équipements. Ouais. Il a le baudrier sur lui, donc ça aussi on branche au casque, donc ça c'est en cas de rupture de narguilé pour qu'il ait toujours une petite réserve d'air pour pouvoir sortir de l'eau. Et nous, en surface, on a aussi plusieurs systèmes redondants au niveau de l'alimentation en air du scaphandrier. Donc, c'est au minimum 2 aussi. Donc, c'est un peu la chose la plus importante, c'est l'alimentation en air du plongeur. Donc, c'est pour ça qu'il y a 3 alimentations en air au final. Comment ça se... Ouais. Il n'y a pas d'air, mais je vais vous montrer comme ça. Donc voilà, normalement, il n'est pas branché en air, il va s'étouffer, donc on le met dessus, on referme ici, et là on est complètement étanche au niveau de la tête. Donc l'étanchéité se fait vraiment avec la pièce métallique ici, quoi. Donc extrêmement important d'avoir le matériel qui est en bon état. Et en bon état, oui, du coup, réglementairement... Pardon. Réglementairement, donc du coup, oui, le matériel est soumis à un contrôle réglementaire minimum par an. Et dès qu'on change des pièces, il faut repasser des tests et tout. Moi, j'ai personnellement passé la certification pour pouvoir entretenir le matériel en interne. Donc c'est moi qui m'occupe de faire la révision de tout ce qui est matériel de plongée. Donc les casques, par exemple, je les démonte entièrement, je change les pièces qu'il faut changer et puis je remonte en entier. Très bien. Est-ce que vous avez des questions à ce stade de la présentation? Oui? Si tu peux allumer le micro, super. Est-ce que l'équipement il réduit beaucoup la mobilité quand vous le portez ou pas tant? En dehors de l'eau, oui, c'est lourd. Dans l'eau, oui, on est quand même un peu plus... on n'est pas très à l'aise. Ouais, si tu compares avec la plongée sportive, on est quand même beaucoup plus lourd. Ouais. D'autant plus quand il faut travailler, on se laisse beaucoup, ça protège la tête, etc. Donc on est un peu plus lourd. Ouais. Il y a une autre question, allez-y. On a l'ordre de prix pour la formation, mais le salaire, il s'élève à environ combien du coup? La question la plus importante. Je vous laisse répondre. Après, ça dépend beaucoup. Parce que, en fait, en salarié, moi c'est peut-être des vieux chiffres, mais à l'époque où moi j'ai commencé, on était en CDI, ça représentait. On était 500 salariés quoi, en France. Donc c'est vraiment un métier de niche. Et après, il y avait peut-être 1500, 2000 personnes qui travaillent en intérim. Donc du coup, après, tout dépend si tu fais de l'offshore. Là, tu travailles 7 jours sur 7, 12 heures par jour pendant... c'est des missions, quoi, ouais. Ouais, c'est pendant longtemps.
comme tu es en offshore, du coup, c'est pas imposable ton salaire. Donc là, tu gagnes bien ta vie, mais en inshore comme nous, ouais, les débutants, ils sont à quoi 2000 € net par mois, ouais, à peu près, en début de carrière. Mais après, les places en CDI sont extrêmement chères et rares. Et rare. Après, c'est des salaires qui sont quand même relativement corrects si on regarde d'autres secteurs d'activité. D'accord. Et effectivement, plus on progresse, plus les salaires montent. Et après, quand on devient chef d'entreprise, c'est encore une autre histoire, mais c'est aussi d'autres contraintes. C'est d'autres contraintes, ça, effectivement. Et justement, si on parle des difficultés, quels sont les principaux défis, dangers, problématiques dans ce métier? Difficulté. C'est les accès, les choses comme ça, quoi. Les principales difficultés, souvent c'est les accès. Après, on intervient aussi en industrie, donc on peut plonger dans des tuyaux, dans des machines, dans des. Vraiment, ça va être le froid, ça va être les. Ouais, c'est vrai qu'on est toujours dehors aussi, donc dès qu'il fait mauvais temps, c'est pas simple non plus. On plonge, on sort, on a froid, on sort, il fait pas beau, on a froid aussi. Donc oui, c'est plutôt l'aspect. Je dirais aussi que l'eau rend tout plus compliqué. Je veux dire quelque chose un ouvrier du bâtiment ferait facilement. Tout prend une proportion. Chaque mouvement dans l'eau. Tout prend une proportion. Même pour voir ce qui se passe, souvent on voit pas grand-chose. Donc même pour avoir un aperçu de l'ouvrage, des fois c'est. Oui, les conditions d'intervention en général. Les conditions en général, oui. Et si on parle de danger de ce métier, est-ce que vous avez des exemples? Le plus gros risque qu'on ait, c'est ce qu'on appelle nous les delta P, donc c'est les différences de pression. Donc par exemple sur une porte d'écluse, il y a un certain niveau en amont et un certain niveau en bas. Et dès qu'il y a des différences de niveau, là il y a des gros risques d'aspiration. Et dès qu'on atteint des gros deltas, là c'est vraiment, on peut rester collé et on peut même passer à travers, quoi. Oui, c'est vrai que la plupart des morts c'est souvent des delta P, des pompes qui démarrent ou des gens collés sur des barrages à l'amont d'un barrage, des trucs comme ça. Ouais. C'est le plus gros risque, c'est les différences de pression. D'accord. Et par rapport à la plongée, parce que tout à l'heure vous avez parlé de narguilé, oui. Est-ce que vous pouvez expliquer du coup, oui, la plongée au narguilé, du coup, c'est spécifique au métier, donc ça permet d'alimenter en continu le plongeur durant ces 3 heures d'intervention. Et éventuellement, quand on est en offshore, parce que nous, on est apte à plonger jusqu'à 50 mètres de profondeur. Il y a différentes classes, mais classe 1, ça n'existe plus non plus. Non. Maintenant, c'est 50 mètres. Donc, dès que vous commencez à plonger profond, après, il faut commencer à faire des paliers. Après, en pro, on peut faire des paliers à l'oxygène pur. Bon, après, ça va être un peu technique. Mais donc, le narguilé permet justement d'alimenter le plongeur au gaz respiratoire dont il a besoin à la profondeur où il est, ou pour les paliers, etc. Donc, ça permet une autonomie beaucoup plus importante. Ça permet aussi de passer la communication, parce qu'on est en communication avec la surface, avec le narguilé. Donc, l'alimentation en air, la communication et l'éclairage. Et là, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est par rapport à un plongeur sportif. Le plongeur sportif, toute la sécurité se fait parce qu'on est en binôme et parce qu'on a notre copain qui, si jamais il se passe quelque chose, il nous remonte, il nous donne le détendeur de secours, etc. C'est pour ça qu'en plongée sportif, on est toujours 2. Le narguilé fait qu'on est toujours en contact. On a toujours le copain qui est au bout du tuyau. On pourra toujours le retrouver, on pourra toujours le ramener en tirant sur le narguilé, parce qu'on est attaché au niveau du baudrier, on pourra toujours le ramener en surface. Et c'est pour ça que du coup, il ne faut pas comparer les procédures, ce que la plupart des gens connaissent en plongée avec nous. La plupart des gens nous disent « Ah, tu plonges seul », mais c'est normal et c'est même... C'est d'autres moyens. C'est d'autres moyens, oui. Après, on découvrira, il y a une camionnette qui est garée juste devant avec tous les équipements, vous comprendrez un peu mieux le fonctionnement. Est-ce que vous pouvez me parler d'un chantier qui reste dans vos mémoires plus particulièrement? Une belle réussite. Une belle réussite, comme ça. Celui qu'on a fait récemment, Alex, c'est justement représentatif de l'adaptabilité, que chantier à la microcentrale à SEO.
qu'on n'arrivait Oui, pas, c'est vrai, et puis ouais, qu'on a ouais, trouvé c'est vrai, une ouais. solution. Ouais, bah, vas-y, développe. Donc, en gros, on avait du pompage à faire. Et c'était un peu exceptionnel parce que c'était loin. Et c'était du gros caillou. Et donc, nous, on a d'abord essayé une première fois avec une première méthode. Ça n'a pas été. Et on a dû, avec des copains à nous qui ont une boîte, on a dû inventer des systèmes avec des injections d'air. Enfin, je vous passe les détails. Mais pour permettre de faire le chantier, alors qu'il avait très mal commencé parce qu'on n'y arrivait pas. Tous les tuyaux se remplissaient de cailloux. On n'arrivait pas à les ramener. Et au final, on a quand même réussi à enlever combien de tonnes ? 40 tonnes de... Non, 50 tonnes de matériaux, ouais. Ouais. Alors que là, quand on finit un chantier comme ça, on se dit, on s'est creusé la tête, on a inventé un système et puis on a réussi. Oui, il faut savoir improviser et se débrouiller, ouais. Très bien. Est-ce que ce métier, il a évolué depuis que vous avez commencé et à l'heure actuelle? Est-ce que l'équipement est plus performant? Moi, je pense que Alex, tu vas pouvoir me confirmer, mais au début de notre carrière, il n'y avait pas la certification Hyperbar des entreprises, par exemple. Maintenant, on est audité par un organisme par la COFRAC et qui oblige un peu les entreprises à se mettre de niveau par rapport, mais notamment au matériel, l'entretien des casques, etc. Et c'est vrai qu'au début, on voyait encore pas mal de gars là qui venaient avec un break et puis une bouteille dans le coffre comme ça, un peu à l'arrache. Et petit à petit, ça commençait à disparaître. Et ma foi, maintenant, c'est la norme. Ce que vous voyez ici, c'est globalement ça ou le facial, mais qui est la même marque. C'est devenu un peu la norme. Et heureusement, ça a fait beaucoup le ménage. Ça a fait beaucoup le ménage dans le métier, ouais. Et tant mieux. Et on voit que tous ces métiers qu'à l'époque on pouvait encore exercer en ayant un peu de connaissances, là tout se professionnalise, d'où effectivement vous verrez dans votre avenir proche professionnel, il y a vraiment beaucoup de formations, beaucoup de certifications et tout est très réglementé. Et tant mieux parce que ça permet effectivement de garantir la sécurité des gens qui travaillent. Si je pose une petite dernière question, quelles compétences alors il faut avoir pour être un bon scaphandrier? On peut répondre tous les deux. De mon point de vue, il faut être, flexible. Ouais, il faut savoir un petit peu à toucher à tout. Il faut savoir, s'adapter. Voilà, être adaptable. Adaptation. Et puis pas être claustro, pas... aimer l'eau, oui aussi. Aimer l'eau. Et puis vraiment l'adaptation, c'est vraiment... Parce qu'une fois qu'on envoie le plongeur en eau, vraiment toute l'équipe compte sur lui, quoi. Donc si lui se rate, du coup il faut en envoyer un autre. Puis on a perdu 3 heures, ouais. On aura perdu du temps, quoi. Donc c'est vraiment l'adaptabilité et la recherche de solutions. Et en fin de compte, on apprend toute la vie avec après, des situations. Tous les jours, ça c'est sûr. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Jusqu'à quelle profondeur il peut vous arriver de plonger dans le métier? Donc je l'ai dit tout à l'heure, donc ça c'est 50 mètres. Donc en fait, c'était en 3 classes, donc il y avait classe 1, c'était de 0 à 30 mètres. Classe 2, c'était de 0 à 60. Et après, il y a classe 3, c'est tout ce qui est au-delà de 60 mètres. Mais ça a changé, donc du coup, depuis 4-5 ans, là, donc maintenant, la classe 1, ça n'existe plus. Donc maintenant, c'est classe 2 minimum, ils ont réduit de 10 mètres la profondeur, donc nous, c'est 50 mètres. Et après, il y a le classe 3, donc ça, c'est vraiment plongée à saturation, donc là, c'est encore autre chose, c'est que sur plateforme de forage. Et là, c'est donc plongée à saturation, la plongée, elle dure 1 mois et demi, quoi. Donc là, c'est encore un autre monde, là. Après, ce que le jeune homme il voulait peut-être savoir, c'est nous concrètement, ici en travaux publics, on est en général 4 ans. Allez, je peux dire 80% du temps, on est entre 5 et 10 mètres. Voilà. Parce qu'on est en Moselle, parce qu'on est dans des écluses, des trucs comme ça. Mais notre certification permet d'aller jusqu'à 50, mais concrètement, si tu ne vas pas en mer, si tu restes en travaux publics, tu vas être plutôt 5-10 mètres. Quoi. Entre 0 et 10, ouais. Ouais, entre 0 et 10, ouais. Oui, il y a une autre question, allez-y. Il faut allumer les micros, s'il vous plaît.
Super. Comment ça se fait que vos masques, vos casques, ils soient si différents des plongeurs alors que vous restez tous les deux aussi longtemps dans l'eau? Enfin, j'ai compris pour la justement, c'est combinaison, plus au niveau confort, c'est plus confortable que d'avoir un détendeur dans la bouche. Au niveau isolation thermique, on est mieux aussi. Au niveau isolation du bruit, parce que quand on travaille avec d'outillage pneumatique, par exemple, ça fait énormément de bruit sous l'eau. Et puis c'est plus sécurisant aussi. Si le détendeur marche pas, on peut encore avoir de l'air. Enfin, c'est vraiment prévu pour travailler sous l'eau, quoi. Et puis, Au niveau confort, etc. Ils n'ont pas vu, mais c'est vrai que dedans, il n'y a pas un détendeur dans la bouche comme les. On a ce qu'on appelle un groin. Bon, on pourra vous montrer, mais on parle, on n'a rien dans la bouche, quoi. Donc, c'est sûr que passer 2-3 heures sous l'eau avec un truc comme ça, on finit par cramper. Là, on peut rester vraiment longtemps. C'est plus confort. C'est plus confortable, oui. Et plus sécurisant aussi, du coup, pour travailler. Alors, quel défi vous avez pour votre entreprise? Quel projet en tête? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Continuer à se développer, en tout cas. Donc là, on a commencé petit à petit parce qu'il a fallu faire, comme on disait tout à l'heure, les certifications, toutes les démarches avec les banques et tout ça. Donc ça a pris un certain temps. Et puis maintenant, on commence à se faire connaître de plus en plus. Et puis, si on pouvait continuer comme ça, ce serait bien, quoi. Je serais très content, oui. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, d'autres points à évoquer par rapport à votre univers? Le reste, je pense qu'il y aura peut-être d'autres questions au niveau du matériel, au niveau de la remorque, par rapport à nos procédures. C'est peut-être plus explicite que là, juste avec le casque. Ouais. Si c'est bon pour vous, on termine cette partie de présentation et on va se déplacer effectivement à l'extérieur, peut-être par petits groupes, parce que vous êtes nombreux, et on va découvrir le matériel qui est très nombreux pour pouvoir exercer ce métier dans la réalité. Merci. Merci. Il y a 2-3 personnes qui souhaitent monter. Ouais, allez-y, venez avec nous. On va faire. Ouais, on va attraper ici. On monte. Moi, je viens aussi. Hop. Voilà. Cédric, il est. Oula! Cédric, si tu peux monter avec nous comme ça. Hop, juste un tout petit peu, voilà, si on peut laisser Cédric passer. Ça va être compliqué, oui, mais c'est serré. Alors, Cédric, est-ce que tu peux nous expliquer où on est? Qu'est-ce que c'est tous ces équipements-là? Alors ici, on est vraiment dans le poste de commande pour le COH, donc le chef opérateur hyperbar, il est ici. Donc il a accès au tableau de gaz pour gérer la plongée du collègue qui est sous l'eau. Pour gérer la plongée, il a accès à plusieurs sources d'approvisionnement en air. Soit nous, on a un compresseur basse pression qui vient alimenter, soit on peut passer sur des bouteilles HP qui sont ici juste derrière. Et on gère, on peut regarder la profondeur. Il y a des caméras qu'on peut mettre sur le casque aussi. Et on discute ici avec le plongeur, avec la radio qui est ici. On discute comme ça avec le gars. Et on peut switcher l'air suivant un ou deux narguilés qui sont à l'arrière ici. Et c'est pour ça qu'on a deux narguilés avec 2 casques. Pour pouvoir aller chercher, il faut que le plongeur secours puisse aller chercher le copain au cas où, quoi. Donc ce poste-là, à savoir qu'il est... il n'est pas attribué à quelqu'un en particulier. Moi, je vais pouvoir y aller. Puis c'est Alexandre qui est dans l'eau. Et après, si lui ressort de l'eau, après de ces 3 heures, c'est moi qui vais aller dans l'eau. Lui, il va me gérer ma plongée. À savoir que si le gars ici, le COH, il dit stop, fin de plongée, c'est lui qui décide. Le plongeur, il est exécutant. Le gars qui gère la plongée, celui qui connaît les détails, c'est le gars ici. Très bien. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Franchement, ça a l'air très technique. Mais du coup, il faut que tout le monde dans l'entreprise sache gérer cet endroit-là, plus la plongée. Oui.
Quand on est plongeur, il faut savoir gérer les plongées caissons, il faut savoir plonger soi-même, il faut savoir gérer la partie COH. Il faut être secouriste aussi. Donc vous voyez justement là, sur le côté, on a notre trousse de secours. On est PSE1 au niveau du secourisme et on est formé pour délivrer de l'oxygène médical aussi. Donc c'est tout un truc. Tout en ensemble. Merci. Si on peut peut-être aller voir Narguilé. Ah, il y avait une question. Mais ça prend à peu près combien d'années d'études, de formation pour faire scaphandrier? C'est des écoles privées, donc ça va être sur une année, quoi. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup d'expérience à avoir sur l'émission et comme ça, on développe vraiment les compétences. Oui, effectivement, au bout d'un an, une fois qu'on sort des écoles, je pense qu'on sait plonger en sécurité, on sait ne pas se tuer, on a une idée de ce que c'est, mais il faut au moins 4-5 ans avoir alterné une paire de fois quelques chantiers, avoir des conditions différentes pour avoir un peu de l'expérience, quoi. Donc ici, on a les narguilés qui sont alimentés par le tableau de gaz qu'on a vu tout à l'heure. Donc on en a 2. On a chaque fois un baudrier par un narguilé et on a 2 casques aussi, ce qui permet d'alimenter 1 ou 2 plongeurs, quoi. On a l'électricité, on a la lampe, on a l'alimentation en air, on a le pneumo qui sert à savoir la profondeur du plongeur en temps réel. Et puis c'est à peu près tout, c'est déjà bien. Et ça permet de faire la liaison avec le gars, il est attaché ici sur le baudrier, donc on a toujours une liaison avec le plongeur. Il n'est jamais isolé, il est toujours au bout du tuyau, quoi. Donc le fonctionnement du compresseur, donc on part sur une base d'un compresseur industriel. La seule chose qu'on a modifiée sur le compresseur en lui-même, c'est la partie compression. Donc on a changé l'huile par de l'huile alimentaire. Parce que on a toujours des petits résidus d'huile, d'eau qui passent dans le narguilé. Donc en sortie de compresseur, on a ce tuyau-là qu'on branche dans la remorque sur un système de filtration qui, lui, à la fin, nous donne de l'air respirable. Parce que c'est très normé aussi, on ne peut pas donner n'importe quel air. Surtout quand on est en pression, ça peut avoir des incidences sous l'eau. Et donc du coup, à chaque chantier, vous sortez tous ces matériels pour... À chaque chantier, on doit sortir tout ça, ouais. Après, dans la remorque, on peut aussi plonger avec les bouteilles d'air comprimé qu'on a à disposition aussi. Mais c'est vrai qu'après, ça, il faut les regonfler, alors que ça, il y a juste à mettre de l'essence dedans. Et on est autonome toute la journée en gaz. Et après, au fond, on a tout ce qui est groupe hydraulique, des choses comme ça. Ça sert à quoi alors? Le groupe hydraulique, c'est pour alimenter tout ce qui est outillage. Tout notre outillage est en hydraulique, donc on a les marteaux, on a la tronçonneuse, perforateur, enfin tout notre outillage est hydraulique. Sous l'eau, c'est un avantage aussi, c'est que le pneumatique, c'est chiant parce qu'après il faut tout relubrifier pour éviter que ça rouille. Et ça fait beaucoup de bulles et beaucoup de vibrations sous l'eau. Donc l'hydraulique, on n'a pas tout ça. Ça fait moins de bruit, ça fait moins de vibrations. Donc pour nous, c'est mieux. Donc tous ces équipements, ça représente quand même un certain budget pour... Ça représente un certain budget, oui. Tout coûte très cher. Un casque de plongée, pour d'ordre d'idée, c'est 10 000 €. Celui qu'on vous a montré tout à l'heure en salle, là. Donc non, ce matériel coûte très cher. Mais c'est très normé, tout coûte très cher. Même en entretien derrière, ça coûte très cher. Oui. Donc une question, je dirais un petit peu surprenante. Jusqu'à quel âge vous pouvez plonger? La retraite, c'est quand? À mon avis, jusqu'à qu'on est apte médicalement. Je pense. Avant, à l'époque, je sais qu'au-delà de 40 ans, pour se former, c'était compliqué. Il fallait des dérogations, des choses comme ça du ministère du Travail. Je pense que ça, ils sont un peu revenus en arrière. Après, au niveau visite médicale, ça devient un peu plus compliqué, je crois, ou à partir de 50 ans. Je ne suis pas 100% sûr. Je crois que là, nous, on a une visite médicale annuelle et au-delà de 50 ans, c'est tous les 6 mois, il me semble. Après, ça a peut-être changé ou pas, je ne suis pas certain de ce que je dis. Mais oui, après, tant qu'on est apte médicalement, finalement... Après, c'est évident que dans tous les métiers, quand nous, on va commencer à prendre de la bouteille, on aura peut-être des petits jeunes qui feront
qui feront un peu plus et nous on fera un petit peu moins, voilà. Et non, après on s'adapte aussi, oui. Et voilà. Mais je tiens à vous remercier pour votre participation à cet entretien qui était fort intéressant. Merci Cédric, merci Alexandre et merci aux élèves de lycée Louis Vincent. Merci. Voici, nous arrivons à la fin de notre séquence de découverte de métiers méconnus. Donc aujourd'hui, nous avons découvert le métier de scaphandrier. J'espère que ça vous a plu et je vous invite à nous suivre pour une prochaine découverte d'un autre métier peu connu. On est à votre disposition si vous avez des questions et surtout à très bientôt.